Un seul titre au sommaire de cette édition, cérémonie d'ouverture de la session de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017. Une session dite de loi présidée par le président de l'institution Ousseini Tinni en présence du Premier ministre Birji Rafini. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Ce jour, vendredi 3 mars 2017, s'est ouverte au palais de congrès de Niamey la session dite de loi de l'Assemblée nationale. La cérémonie est présidée par Ousseini Tinni, président de l'institution. Au cours de cette session qui va durer 90 jours, les élus du peuple vont examiner et adopter des projets de loi et procéder au contrôle de l'action gouvernementale. Je vous propose de suivre un extrait du discours d'ouverture. La première session s'ouvre également alors que notre pays, en dépit de l'ampleur de la crise mondiale actuelle, maintient le cap des principales réformes structurelles qu'appelle le programme de renaissance. Ainsi, qu'il s'agisse de la gouvernance, de la gestion des secteurs sociaux, celle des finances publiques ou de la défense nationale, l'on ne peut que se réjouir des progrès notables que connaît notre pays. En matière de gouvernance, l'Assemblée nationale, certainement comme tous les Nigériens épris de justice, ne peut que saluer et encourager la détermination inébranlable du président de la République à combattre et à vaincre l'impunité. Au nom de mes collègues députés, je l'exhorte à porter la guerre à la corruption. Il ne s'agit plus de punir quelques-uns pour l'exemple, mais plutôt de faire comprendre à tous que la Renaissance est porteuse d'un code d'éthique dans lequel nul ne manquera intouchable, dans lequel la loi est la même pour tous, dans lequel il n'y a pas de petits larcins s'agissant des biens publics. Que donc la HALSIA et tous les organes de contrôle conduisent en toute sérénité la mission qui leur est confiée, sans haine, sans crainte, pour la sauvegarde de l'intérêt général, pour la protection de notre économie et l'enracinement de l'état de droit. En matière d'éducation nationale, l'on peut se réjouir de l'apaisement observé sur le front social grâce aux concessions faites de part et d'autre. Par ailleurs, sur la situation de l'école, nous sommes tous interpellés individuellement et collectivement. Il faut remettre l'enseignement sur les rails, où c'est toute notre projection sur le futur qui est compromise. Et au commencement, comme le demande le gouvernement, il faut inviter nos compatriotes à laisser la politique aux portes de l'école. La question scolaire va au-delà des clivages d'opinion pour concerner la communauté nationale tout entière. Pour sa part, l'Assemblée nationale ne peut que soutenir tous les projets et programmes permettant de quitter les chantiers battus. S'agissant de la santé publique, l'Assemblée nationale salue les efforts entrepris pour contenir les grandes endémies comme la tuberculose ou le paludisme, tout en prévenant les épidémies naguère si redoutables. Elle se félicite également de la fermeté affichée dans la gestion du personnel, notamment dans la lutte contre l'indiscipline et toute forme de dysfonctionnement. En matière de finances publiques, il est heureux de noter les efforts d'assainissement de la gestion qui viennent d'être entamés, ainsi que les résultats encourageants enregistrés dans la mobilisation des ressources internes comme externes. C'est le lieu de se réjouir du consensus national sur l'observation stricte de l'orthodoxie des textes et des usages en matière d'équité fiscale, de lutte contre la fraude fiscale, d'élimination des passe-droits et de toutes les enclaves de non-droit. À l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, une pensée particulière a été émise aux soldats tombés et récemment sur le champ de bataille à Tiloua. Cependant, l'opposition parlementaire exige aux autorités de créer les conditions pour mettre fin à ces attaques terroristes. Le reportage est de Hassan Saleh Mustafa et Chebou Bissou.
Cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017 démarre ses travaux au moment où le Niger et le peuple nigérien continuent à pleurer leur mort, notamment les 15 soldats tués le 22 février dernier à Tiloua dans la région de Tillabéri par les terroristes. Occasion pour les élus nationaux de prier pour le repos des âmes des disparus. Tout en s'inclinant devant la mémoire de ces dignes fils de la nation, la représentation nationale rend hommage à toutes les forces de défense et de sécurité pour les progrès décisifs qu'elles ont enregistrés dans la guerre contre la terreur des obscurs fanatiques qui perturbent nos frontières. Elle demande au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité d'intensifier les efforts pour vaincre définitivement les forces du mal. Aux Nigériens, elle demande de puiser dans le trésor de patience inculpé par notre religion pour accepter le retour des repentis, même si la mémoire ne saurait être effacée. Pour l'opposition parlementaire, il ne s'agit pas seulement de s'incliner devant ces morts, mais le plus important, c'est de prendre des dispositions concrètes pour qu'il n'y ait plus ce genre de drame au Niger. Ce n'est pas seulement pleurer nos morts ou nous incliner devant leur mémoire aujourd'hui que les Nigériens attendent, mais ils attendent de savoir quelles sont réellement les mesures avec les moyens colossaux qui ont été investis dans la sécurité. Quelles sont donc ces mesures qui vont être prises afin que ce genre de situation ne se répète pas. Donc à cet égard, les Nigériens sont restés sur leur faim. Ainsi, de janvier à février, l'attaque de Tiloua dans la région de Tillabéri est la plus meurtrière au Niger dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Dans son discours, le président a parlé de la promotion de la bonne gouvernance qui passe nécessairement par la lutte contre la corruption en traitant les citoyens au même pied d'égalité devant la loi. L'opposition parlementaire ne croit pas en cela. Reportage Abdul Razak Hamidou et Chebou Guissou. L'un des engagements pris par le président Issoufou Mahamadou depuis son ascension à la magistrature suprême du Niger, c'est la lutte contre la corruption. Dans cette optique, plusieurs personnalités sont placées sous mandat dépôt et beaucoup d'autres font l'objet d'interpellations à la PJ. À l'ouverture de la première session ordinaire ce vendredi, le président de l'Assemblée nationale a émis le vœu de voir mener cette opération sans distinction pour une meilleure gouvernance politique au Niger. Il ne s'agit plus de punir quelques-uns pour l'exemple, mais plutôt de faire comprendre à tous que la Renaissance est porteuse d'un code d'éthique dans lequel nulle nomenclature intouchable, dans lequel la loi est la même pour tous, dans lequel il n'y a pas de petit larcin s'agissant des biens publics. Que donc la Hadsia et tous les organes de contrôle conduisent en toute sérénité la mission qui leur est confiée, sans haine, sans crainte, pour la sauvegarde de l'intérêt général, pour la protection de notre économie et l'enracinement de l'état de droit. Une annonce qui n'a pas du tout convaincu l'opposition parlementaire. Nous avons retenu avec intérêt un passage qui suggère à l'exécutif de conduire les opérations anticorruption en toute impartialité. C'est là un passage qui fait que de notre part, le président de l'Assemblée, juste pour cela, mérite d'avoir un carton d'invitation pour la marche que nous organisons demain, dans la mesure où c'est justement, entre autres, pour aller dans ce sens, afin que les Nigériens aient l'impression un temps soit peu qu'ils sont tous égaux devant la loi, afin que la justice sociale puisse être une réalité dans notre pays. Justement, pour dénoncer la malgouvernance, l'opposition politique organise ce samedi une marche pacifique suivie d'un meeting. Affaire à 200 milliards, les députés de l'opposition vont déposer au cours de cette session une proposition de la création d'une commission d'enquête parlementaire qui va enquêter et éclairer les Nigériens sur cette affaire. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Chebou Guissou.
La session ordinaire de l'Assemblée nationale qui a ouvert ses travaux ce vendredi sera une occasion pour les députés de l'opposition de déposer sur le bureau de cette institution un projet de création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite d'Uranium Gate rapportée par le journal Le Courrier, notamment le virement de près de 200 milliards de francs CFA dans un compte bancaire à Dubaï. Une affaire qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive au Niger. Conformément à leur mission, les députés doivent en effet éclairer les citoyens sur cette affaire. Nous allons déposer au niveau de l'Assemblée nationale une requête aux fins de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate. Donc, je pense que M. le Président de l'Assemblée va soutenir les députés de l'opposition, initiateurs, n'est-ce pas, de cette proposition de résolution, afin que la lumière soit faite autour de cette rocambolesque affaire. Depuis la publication de cette nouvelle le 16 février dernier, les citoyens se posent 1001 questions si oui ou non cette importante somme a été virée dans un compte. Certainement, la mise en place de cette commission d'enquête étanchera la soif des Nigériens sur cette affaire. Rendez-vous à la fin de cette édition pour suivre l'intégralité de l'entretien que nous a accordé l'acteur de la société civile Nuhu Arzika sur l'affaire de 200 milliards de francs CFA virés dans un compte bancaire à Dubaï, comme l'a rapporté Le Courrier. La situation sociopolitique et économique dans la région de Difa au centre d'une déclaration d'un collectif des organisations de la société civile de Difa hier. Dans celle-ci, les signataires exigent l'implication des ONG humanitaires dans les actions humanitaires. Elle est lue par Mara Mamadou, il est membre du collectif. Confiée aux ONG comme celle de l'arrogante et l'irrespectueuse Aïchatou Jariri et de ses semblables. Demandons au système des Nations Unies, OCHA, UNICEF, PAM, etc., et aux institutions gouvernementales de prioriser les ONG locales de Difa pour accompagner d'urgence, de relèvement et de développement. Recommandons la levée des mesures de restriction prises dans le cadre de l'état d'urgence, notamment celles relatives au déplacement des personnes, l'accès aux zones de production. La réouverture de certains marchés ruraux fermés. Le collectif exprime sa vive préoccupation face à la nouvelle escalade de violence entre les groupes d'éleveurs et agriculteurs et demande aux autorités de poursuivre le dialogue en vue de trouver une solution durable. Considérant la situation sécuritaire et humanitaire dans la région de Difa, considérant l'effondrement du tissu économique et social, considérant l'opacité qui entache les activités de certaines ONG nationales et internationales, considérant l'importance de la conférence des donataires d'Oslo pour la levée de fonds pour le bassin du lac Tchad qui devrait voir la participation d'un représentant de la société civile choisi à Difa, constatant le complot ourdi à Niamey manigancé par le milieu mafieux des humanitaires qui a remis en cause le choix légitime et participatif fait à Difa pour imposer une certaine Aïchatou Jariri qui a remplacé le délégué régional, nous, collectif de la société civile, dénonçons et condamnons le système mafieux de favoritisme et de passe-droit créé et entretenu par certains responsables d'ONG humanitaires internationales en favorisant des structures apportées dans des classeurs et surtout créées de toutes pièces comme celle de Aïchatou Jariri et plusieurs autres au détriment des ONG nationales compétentes bien implantées et actives dans la région de Difa. Le mépris de certains individus haut placés, notamment de la dame Aïchatou Jariri, à l'endroit de la population de Difa. Le népotisme et le système de recrutement frauduleux que font valoir ces responsables d'ONG internationales pour amener des parents, amis et connaissances pour occuper des postes alors que des jeunes diplômés et hautement qualifiés souffrent de manque d'emploi. Pire, certaines ONG viennent d'ailleurs même avec leur personnel, y compris les auxiliaires, gardiens et chauffeurs. Exigeons que des ONG locales soient désormais associées pleinement.
Poursuite du salon Sahel Niger 2017 au palais du 29 juillet. Les exposants appellent la population de Niamey à venir découvrir la diversité des productions des paysans nigériens. Suivez plutôt. Plusieurs exposants venus de toutes les régions du Niger participent à cette édition du Salon de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement et de l'hydraulique organisé par l'Eureka. Les produits issus des productions agricoles et de l'élevage occupent la grande partie des expositions. C'est pourquoi ces producteurs appellent la population de Niamey à venir s'en procurer et demandent à l'État de les appuyer. Ce que nous voulons à travers cette exposition, c'est l'écoulement de nos produits. Nous appelons la population à venir et par là tisser une relation de commercialisation de nos produits. Les autorités doivent nous aider car les producteurs sont dans des conditions difficiles à vivre. Cette année, il n'y a pas de la clientèle. Nous appelons la population à acheter nos produits issus de la transformation céréalière. Nous avons amené du dambou, du gombo en poudre, bref, plusieurs produits. Nous avons amené de l'huile d'arachide et ce pour la population de Niamey à travers ce salon. La production de l'huile d'arachide est une activité que nous avons héritée de nos parents. J'appelle donc la population à venir acheter. Nous attendons plusieurs appuis parce que ces gens qui font ce travail-là, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens. Et ces gens leurs moyens sont limités, tous ces producteurs-là. Donc, il nous faut vraiment des appuis pour pouvoir produire plus ce qu'on a là. De toute façon, déjà c'est bon. Nous voyons que nous avons une bonne production, mais quand même, pour améliorer tout ça, nous attendons des appuis de l'État et des organismes internationaux. Par ce salon, on peut constater que le Niger dispose de divers produits pouvant permettre d'atteindre la souveraineté alimentaire. Comme annoncé, nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'entretien que nous a accordé l'acteur de la société civile, Nuhu Arzika, sur l'affaire de 200 milliards de francs CFA virés dans un compte bancaire à Dubaï, comme l'a rapporté le Courrier. Très bonne réception. Ça fait quelques semaines que cette question de 200 milliards pratiquement fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous avons, en ce qui nous concerne, pris soin de prendre le temps de comprendre de quoi il s'agit et de nous imprégner de la question avant de réagir pour dire ce que nous pensons de la question. Pris isolement, la question de 200 milliards qui avait été abordée par le ministre des Finances, qui s'est cru interpellé par les journalistes, par les médias qui ont évoqué la question, et en devoir d'intervenir pour donner sa version des faits. Et à un moment où d'ailleurs beaucoup de gens se demandaient dans quelle mesure cette information publiée par les journaux et qui parle d'un virement de 200 milliards, 319 millions et quelques de dollars, convertis en CFA à peu près 200 milliards, était vrai. Et beaucoup de gens comme moi, comme beaucoup d'autres, se sont demandé, mais quel est le rapport? Dans quelle mesure cela pourrait être vrai? Et qu'on parle de 200 milliards
de l'uranium vendu ou acheté et on fait un virement de 200 milliards tel que la chose a été présentée, hein, parce que on a présenté la situation comme quoi on a vendu de l'uranium du Niger et que il y a eu un virement de 200 milliards en question appartenant à Sopamine vers un compte à Dubaï dont tout rien n'est clair. Et plus tard, on a montré aussi qu'il y a une société à qui on a envoyé cette quantité d'argent et qui aurait fait une facture pour comme quoi c'est la contrepartie du paiement et qui a nécessité le virement. Donc tout ça, on est resté un peu flou. Parce que quand on a vu le virement, on a dit que le virement a été signé par, comment dit-on, par le Massaoud Hasmi. Et en 2011, on s'est dit, mais en 2011, Massaoud, il était directeur du cabinet du président de la République. Quel est le rapport qu'il a avec Sopamine pour qu'il soit dans la situation d'être en train de signer un virement d'un montant de 200 milliards appartenant à Sopamine vers une autre destination qui reste à être clarifiée. Donc on était vraiment là en train de se demander tout ça. Quand subitement on a vu à la télévision le Cheikh Massaoud apparaître à la télévision et faire le compte rendu de sa version des faits. Et il nous a donc laissé entendre, comme tout le monde, que oui, donc c'était pas une affaire tombée comme ça, et que en réalité il avait une relation avec cette affaire, et donc il a commencé à décrire sa relation, sa version des faits, en disant que oui, il y a eu donc le virement de 200 milliards, et oui, et on a utilisé le compte de Sopamine, et que oui, j'ai signé pour ordonner le virement, mais attention, les 200 milliards, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas 200 milliards de l'uranium du Niger vendu et volé pour être envoyé à Dubaï, mais c'est une opération de trading dans laquelle nous sommes venus à entrer, et que cette opération-là, elle nous permet, et en nous engageant dans ça, ça nous permet de nous retrouver dans la situation de chercher à trouver un certain, enfin de l'argent qu'on n'avait pas, parce qu'il avait dit que à l'époque ils avaient un besoin d'argent, et que toute proposition qui devait leur permettre de gagner de l'argent, tête baissée, ils rentrent dedans. Et c'est comme ça qu'on a compris ce qu'il a dit. Voilà une situation dont on ne pouvait même pas, nous, en ce qui nous concerne, nous imaginer que ça peut véritablement concerner Massaoudou, étant entendu qu'il n'a aucun rapport avec la Sopamine. Il est directeur de cabinet du président. Cette position ne le met pas en rapport avec la Sopamine, qui est une société d'État, d'accord, mais qui est une entreprise de l'État, comme toutes les autres entreprises qui ont leurs règles de fonctionnement, qui ont leur statut, qui ont leur conseil d'administration et qui ont une tutelle au nom de l'État qui assure la gestion de comment on appelle ça, le suivi de l'activité menée au niveau de cette société-là. Donc, en conséquence, c'était la question que tout le monde se posait. Parce que on peut pas, nous, on est suffisamment critiques et pour ne pas accepter de nous laisser aller comme ça parce que un journal a balancé une information, qu'on puisse être dans la position de croire que ça c'est du vrai. Nous avons considéré qu'on était là en train de nous demander c'est quoi la vérité de tout ça. Quand voilà lui-même, il arrive et il commence à donner des explications sur la situation. Et parce que le journal l'a interpellé, il a estimé qu'il est en devoir de donner des explications. Et s'il doit donner des explications, et donc il faut qu'il dise ce qui s'est passé. Et maintenant, et pour tout dire, il a commencé par d'abord raconter aux Nigériens
l'uranium du Niger, comment on le vend et quelle quantité on peut avoir et quelle est la part que peut avoir la Sopamine en tant que société qui gère le portefeuille de l'État dans les différentes sociétés, au nombre de 8 dans lesquelles aujourd'hui la Sopamine représente le Niger. Et il a essayé de dire tout ça comme pour dire pour lui qu'en fait, il faut pas que les gens pensent ce qu'ils disent, qu'on a vendu de l'uranium, que Sopamine a vendu de l'uranium du Niger, et qu'elle a eu 200 milliards et que les 200 milliards ont été virés dans un compte ailleurs. C'est ça qu'il a tenté d'expliquer. C'est ce qu'il a tenté de donner comme explication. Qu'il n'y a pas eu 200 milliards d'uranium du Niger vendu par Sopamine et viré et dans un compte à Dubaï par Massa Oudou dans une logique de voler. Mais ce qui a pu se passer, c'est ce qu'il a dit avoir été contacté par les gens d'Areva, qui lui ont proposé de faire en sorte que la Sopamine participe dans ce qu'il leur propose comme deal dans une opération de trading. Donc, quand il est venu à donner cette information, et plus tard, on fait donc la corrélation entre cette information qu'il donne, qu'on l'a contacté, d'accord, qu'il a donné, on l'a proposé de faire une opération de trading, d'accord, tout ça c'est pas grave. Mais pourquoi lui va se mettre dans la position de se substituer au DG de la Sopamine pour agir en lieu et place de DG de la Sopamine et rentrer dans cette opération? Ça, c'est la question. Jusqu'à présent, personne n'a une réponse. Il a dit, évidemment, qu'il a fait en sorte que le DG de Sopamine lui signe un pouvoir qui lui permet d'avoir la possibilité d'agir à son lieu et place. Pourquoi ça? Pourquoi il faut lui au lieu du DG de la Sopamine? Est-ce que lui, le DG de Sopamine, n'a pas qualité pour agir ou bien n'a pas le temps d'agir pour que ce soit comme ça que ça doit se faire? Ça, c'est la principale question fondamentale que les Nigériens se posent. Moi, personnellement, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y a 200 milliards quelque part qui sont là. Et est-ce que vous comprenez? Mais quand ils donnent l'information qu'ils ont utilisé, donc ça veut dire qu'il reconnaît que le virement dont on a parlé de 200 milliards vers le compte de la société Optima en question, et qui a son compte à Dubaï, il reconnaît donc que c'est vrai, mais que cela est rentré dans le cadre d'une opération de trading. Et qui plus est, ce qui est quand même navrant dans ce qu'il a dit, il nous donne l'information selon laquelle, oui, c'est une opération de trading, et que quand les gens les ont abordés, ils les ont fait comprendre qu'ils ont simplement besoin d'utiliser le nom de Sopamine et que après ça va les permettre de gagner un peu d'argent, donc 800 millions. Gratuitement. À titre gratis, pour répéter les termes qu'il a utilisés. Or, nous savons qu'il n'y a pas de gratuit. Oui. Et alors, donc, par conséquent, quand il parle de cette façon, quand il dit qu'ils ont eu à faire l'opération, qu'à cela ne tienne, on considère que cette opération, elle s'est limitée là, ils ont fait le virement, et ils ont acheté de l'uranium avec la société en question, ils ont plus tard revendu l'uranium, ils ont gagné de l'argent comme il a dit, et de l'argent c'est 800 millions, et que les 800 millions, quand c'est arrivé au niveau de la Sopamine, il a demandé au DG de Sopamine de virer l'argent dans le compte dans le trésor, et du trésor, ils ont dit de virer l'argent à la présidence pour leur permettre de faire les achats de véhicules et des matériels militaires pour la garde présidentielle. Mais bon Dieu, ça, c'est inadmissible. Cette question ne peut pas être expliquée et acceptée comme ça. Parce qu'en matière comptable, quand on parle de l'entreprise publique, les entités sont séparées. La Sopamine, bien qu'elle soit une entreprise de l'État, elle a un certain nombre de rapports précis avec l'État. Soit qu'on est en fin d'année, elle doit payer les impôts liés à l'activité qu'elle mène, soit elle verse à l'État les dividendes liés aux activités qu'elle a menées. Mais en tant que telle, il n'y a pas de possibilité légale que Sopamine engage une opération dans laquelle son nom est utilisé, ses ressources sont utilisées, son compte est utilisé pour faire une opération et que cette opération génère de l'argent et quand l'argent arrive, on donne des instructions à Sopamine de transférer directement l'argent au trésor. Ça n'existe pas.
du point de vue des rapports qui existent entre les sociétés d'État et comment on appelle ça, et l'État. Donc c'est important, quand vous prenez l'ordonnance 86-01 qui organise la gestion des entreprises publiques, les statuts des entreprises publiques, leurs relations avec l'État, leurs obligations, ils ont un conseil d'administration. Et le DG d'ailleurs n'a pas de pouvoir d'agir sans l'avis du conseil d'administration, et que si on est venu à faire tout ça et qu'on ne voit pas les traces du conseil d'administration de la boîte, ça veut dire que quelque part il y a un problème. Et c'est ce problème-là qui, à mon avis, doit être aujourd'hui expliqué. Et c'est cela qui m'amène à dire que, contrairement à tout ce que les uns et les autres sont venus à dire, et particulièrement ce que j'ai entendu et le ministre d'État de l'Intérieur, président du parti PNDS Sarré, à dire, en parlant, en voulant tenter de défendre son camarade, il fait comprendre que il n'y a pas de faute dans ce qu'il a fait. Ce qu'ils ont fait, c'est normal, c'est une opération normale de training. Mais il n'a qu'à se renseigner. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'opération normale de trading, c'est pas un directeur de cabinet d'un président qui va le faire. Et l'opération normale de trading, ce n'est pas un ministre de l'Intérieur qui va le faire. C'est quand même pas avec eux que le monde a commencé. C'est pas aujourd'hui que on va tout renverser pour que lui, il vienne nous dire, quand on dit que cette affaire, il y a trop de flou là-dedans, et qu'il y a lieu d'engager des opérations qui permettent de mieux comprendre de quoi il s'agit. Si vous n'avez rien à vous reprocher, dans quelle mesure cela est un problème pour vous? Dans quelle mesure vous pouvez être là en train de vouloir narguer les Nigériens et mépriser les Nigériens et avec un certain ton arrogant, tel qu'on a entendu le ministre de l'Intérieur dans BBC, en train de chercher à démontrer que c'est un truc banal, exactement comme le ministre d'ailleurs de Massaoudou était en train de banaliser l'implication de la Sopamine. Il considère que le fait d'utiliser le compte de Sopamine, de faire une opération de virement sur ce compte et qui a permis de pouvoir générer les 800 millions, il croit que ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout et que c'est du gratis, c'est de l'argent qu'ils ont. Si, pourquoi il a utilisé le nom de Sopamine? Si le Sopamine n'était pas important, si son compte n'était pas important, s'il n'y avait pas de l'importance à ce que on puisse recourir à Sopamine, pourquoi ils n'ont pas engagé la présidence ou son nom ou le nom de quelqu'un? Donc c'est parce que effectivement, pour pouvoir faire une telle opération, il faut une société comme Sopamine qui peut avoir autant de ressources jusqu'à ce niveau pour pouvoir faire cette opération. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de faire des opérations, mais qui ne peuvent pas le faire car ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est combien de sociétés d'État aujourd'hui on a au Niger qui ont la capacité des moyens de Sopamine? Sopamine, c'est la plus grosse des sociétés de l'État du Niger. Et parce que c'est elle qui représente l'État du Niger en tout ce qui concerne le portefeuille minier et pétrolier. Elle est dans toutes elle représente le Niger à Somaïr. Elle représente le Niger à Cominac, elle représente le Niger à Somina, elle représente le Niger à la SLM, elle représente le Niger au niveau de comment on appelle ça, de Semen, elle représente le Niger au niveau de Soraz, elle représente le Niger au niveau de CNPC. Donc, Sopamine, c'est une grosse boîte. Et qui, aujourd'hui, est la seule au Niger capable de pouvoir faire une telle opération. Parce que elle peut avoir autant d'argent dans son compte qui peuvent être le produit de toutes ses activités multiples. C'est pour ça qu'elle peut avoir 200 milliards dans son compte et que on peut utiliser ces 200 milliards pour faire une opération d'achat et puis après une opération de vente et gagner un bénéfice. Et si on gagne le bénéfice, c'est pas gratis. C'est qu'on a pris un risque. Parce que quand on a fait l'opération des 200 milliards, quand on a engagé ça, il se peut que l'argent ne revienne pas. C'est une cotation en bourse. On a bien dit que c'est une opération en bourse. Et si c'est une opération, on peut gagner comme on peut perdre. Et si on avait perdu, on allait faire comment? Donc, tout ça, c'est des risques qu'on ne peut pas ne pas prendre en considération. Et donc, Bazoum ne peut pas venir dire aux gens que non, il faut banaliser ça, ce n'est rien du tout, et que les Nigériens doivent accepter de comprendre que ceux qui sont en train de parler de ça, c'est parce qu'ils ont un autre intérêt politique, et que quand le Saman intervient pour dire que autant le ministre a parlé de corrompus dans la justice, qu'il faut qu'il aille se défendre. D'abord, ils donnent leur nom pour qu'ils aillent devant la justice, et en plus, le Saman a invité aussi que lui-même aille devant la justice pour s'expliquer. Et qu'en tant que Nigérien, comme les autres, personne n'est au-dessus de la loi. Même pas le président de la République.
Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va penser qu'il y a quelqu'un qui est trop gros pour que lui aille devant la justice pour pouvoir s'expliquer quand il y a une situation qui le rattrape. Non, personne n'est au-dessus de la loi. Tout le monde doit être en situation de pouvoir être mis en examen au cas où on lui reproche quelque chose par rapport à la gestion de l'État. Tout le monde doit être dans cette situation. Et ne pas l'accepter. Quoi qu'on peut échapper, on a le droit de s'échapper. Et que tant que c'est notre pouvoir, on ne peut pas accepter d'y aller. Mais dans ces conditions, on remet en cause les fondamentaux de la démocratie. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans une république. Qui plus est un état de droit. Un état de droit, on a dit, qui assure à tous l'égalité devant la loi, devant l'administration, devant les services publics. Donc, ça veut dire que tous les citoyens, à partir du moment où ce principe de l'égalité est posé, donc on ne peut pas admettre qu'il y ait des attitudes et des démarches qui peuvent conduire à une sorte de rupture d'égalité évidente, tel qu'on est en train de vouloir nous l'imposer, à partir des propos tenus par le ministre d'État Bazoum, je vais même dire le président du PNDS Saraya, parce que c'est à ce titre-là qu'il est en train de parler, et parce que j'ai l'impression que ici, les gens font de la confusion entre l'État et les partis. Nous sommes dans une logique d'État séparé des partis politiques. Même le président de la République, on a bien dit que le président de la République, c'est dit à la Constitution, à l'article 46, le président de la République, une fois élu, il est le chef de l'État. Et il est le président de tout le monde. Il est au-dessus des partis politiques. Donc, c'est fini. Lui et les partis, ils sont en congé. Il n'est plus président. Donc, par conséquent, les questions partisanes sont de côté parce que l'article 4, alinéa 2 de la Constitution est très clair. Il nous a dit de manière ferme que dans l'exercice du pouvoir d'État, le pouvoir personnel, l'esprit de clan, le favoritisme, la concussion, la corruption, le blanchiment d'argent sont bannis. Voilà quelqu'un qui vient nous dire qu'ils ont fait une opération pour gagner gratis. Mais le mot est trop gros. Il n'y a pas de gratis. Comment il peut parler de gratis dans une opération aussi à risque? Parce que si c'était seulement du gratis, donc toutes les bourses du monde allaient fermer. Si réellement tout ce qui se passe là-bas, c'est pas une activité commerciale, une opération commerciale, une opération d'un certain risque avec un certain effort à fournir, tu ne vas pas dire que c'est du gratis. Dans les propos tels qu'ils ont été tenus, tel qu'il a pu dire, tel que le ministre de l'Intérieur a voulu parler en parlant avec sa robe de président de parti, et il pense que, et quand il s'agit de leurs camarades, parce qu'il est allé même jusqu'à dire, eux ne se reprochent rien du tout, que s'ils avaient quelque chose à se reprocher, ils n'allaient pas nommer à la tête de ces ministères des alliés, ils allaient nommer des gens qui sont leurs camarades, leurs proches. Mais ça en dit long, cette expression-là. Ça en dit très long. Quand il dit qu'ils peuvent agir comme ça veut dire qu'en réalité, dans leur tête, ils pensent que quand ils doivent faire des choses combines, même au sein de leur parti, ils peuvent s'entendre pour faire de la combine contre le peuple. Mais ça, c'est grave. C'est triste. Mais on ne crée pas un parti pour faire des combines. Et que considérer que tous les militants du parti doivent accepter de se solidariser dans une logique de combine pour devenir des combinards. Parce que ils sont du même parti, et quand il y a du faux, on se met ensemble et on fait une coalition pour être dans la position de pouvoir promouvoir l'omerta et bloquer que l'information aille dehors. Mais c'est très grave, ces propos du ministre de l'Intérieur, M. Bazoum. C'est ça même qui nous choque, plus que tout ce qu'on a dit. Peut-être que l'autre, il a agi même, on peut considérer qu'il a agi peut-être en ayant à l'esprit que l'argent a gagné qu'on leur a dit. Mais les propos de M. Bazoum viennent pour totalement aggraver la situation parce que c'est une insulte grave et grossière au peuple, vis-à-vis du peuple nigérien, dans une logique de mépris, avec une arrogance mal placée. Moi, je ne sais pas d'où ces gens-là tirent les motifs de leur arrogance. Pourquoi que tous les Nigériens, personne ne comprend rien, personne ne sait rien, personne ne peut rien appréhender, il n'y a que eux qui peuvent comprendre, il n'y a que eux qui doivent faire, et ce n'est que leur logique qu'on doit suivre. Mais bon Dieu, le Niger n'appartient pas à quelqu'un. C'est dit dans la Constitution. Mais le Niger, c'est un bien individu qui nous appartient à nous tous. Et donc, par conséquent, c'est pas parce qu'on a élu quelqu'un président et que quelqu'un qu'on a élu a nommé quelqu'un ministre, ou il a nommé quelqu'un quelque part dans les fonctions publiques, que quelqu'un va penser qu'il a la liberté d'agir comme il veut. C'est dit dans la Constitution, je l'ai répété tout à l'heure, dans l'exercice du pouvoir d'État, le pouvoir personnel et le favoritisme, l'ethnocentrisme, l'esprit de clan et la concussion, le blanchiment d'argent, le trafic d'influence sont bannis. Mais quand on a dit c'est banni, mais c'est banni.
C'est pas banni pour les autres et autorisé pour vous. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est là dans une situation où, bon, le peuple est en train de regarder, il est en train d'observer. Il fait semblant de ne pas, de suivre. Mais jusqu'à quand? C'est ça qu'il faut se dire. Jusqu'à quand on peut continuer à accepter ce genre de bêtises? Parce que c'est des bêtises. Comment est-ce qu'on peut, je l'ai dit la dernière fois quand on parlant de la situation de la gestion de l'insécurité, tout le monde a vu, parmi leurs camarades, messieurs les camarades, messieurs les socialistes, qui arrivent au pouvoir et en l'espace de quelques temps, ils sont milliardaires. Voilà. C'est ça. C'est ça la République. C'est ça tout le combat pour arriver au pouvoir. C'est ça. Pour venir s'enrichir, devenir milliardaire, multimilliardaire. Et après faire de l'arrogance vis-à-vis des citoyens, croire que... non, bon, mes deux. Il faut que les uns et les autres sachent raison garder. Et que cette affaire doit être clarifiée. Le ministre de l'Intérieur, comme les autres, qui pensent qu'ils doivent se solidariser dans une logique d'omerta entre eux, parce qu'il s'agit même pas, il faut même pas qu'il engage même le parti. Le parti n'est concerné à rien. En quoi les autres militants des Nigériens du parti, de leur parti, sont concernés par certaines scabreuses affaires qu'ils sont en train de faire, dont seuls eux ont les secrets. Concernant le ministre de l'Intérieur, tout le monde se rappelle. Il faut pas que les gens pensent qu'on a oublié l'affaire de l'enfant de Kadhafi. Et quoi qu'on a oublié jusqu'à ce que lui, il ait la bouche pour parler aux gens. L'enfant de Kadhafi, dans quelles circonstances il est reparti? Dans quelles circonstances il est reparti? Et tout ce qu'il a amené aujourd'hui en venant au Niger, la cargaison d'argent et de l'or et autres qu'il a amené, que tout le monde a vu à partir d'Agadez avant d'arriver à Niamey, ça est où? Ça est où? C'est entre les mains de qui? Qui s'est débrouillé à être dans la situation de pouvoir être en situation de dissimuler tout ça aujourd'hui? Parce que l'enfant, tout le monde sait qu'au moment où il partait, il est reparti les mains liées. Donc il est parti main vide. Donc il n'a qu'à se tenir tranquille. Hein. C'est très important. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et les choses doivent se clarifier. Le Niger, là, c'est pour nous tous. Et le président de la République, lui aussi, doit savoir que c'est à lui que le peuple a fait confiance. Et dans des conditions même très douteuses désormais. Parce que tout le monde sait, et eux-mêmes l'ont dit, qu'ils n'ont pas eu confiance, et ils n'ont pas confiance au fichier électoral qui a permis l'élection, qu'il a renouvelé le mandat. Donc aujourd'hui, c'est une élection douteuse sur la base d'un fichier douteux que eux-mêmes ont contesté. Donc ils n'ont qu'à faire attention. Et ce n'est pas par la force qu'ils sont arrivés, et donc ils ne peuvent pas être dans la position de vouloir s'imposer par la force.